Eureka avec Viteos. 10 ans à vos côtés. Salut à tous, bienvenue dans Eureka, l'émission dédiée aux différentes formes que peut prendre l'énergie dans notre quotidien. Aujourd'hui, nous vous proposons de revoir les meilleurs moments d'Eureka. Notre fil rouge sera la valorisation des ressources naturelles locales. On verra que les paysans mettent de plus en plus en valeur les produits locaux issus de l'agriculture biologique. C'est notamment le cas de Cédric Chezot qui, pour plus de liberté, a décidé de stopper son activité laitière pour se consacrer à la production de céréales anciennes dans le Jura nord-vaudois. L'ingénieur agronome Pascal Olivier nous dira que le bio n'est pas seulement bon pour la santé, mais aussi pour l'environnement. Mais d'abord, on s'intéresse au bois, cette matière organique renouvelable et locale sous-exploitée en Suisse et dans le canton de Neuchâtel. À la fin du XVIIIe siècle furent instaurés les principes de la méthode dite de la forêt jardinée. Plutôt que de planter une seule essence sur de grandes surfaces, cette sylviculture respectueuse de la nature mise sur la diversité avec des arbres de différentes essences et de tout âge. La toute première futaie jardinée de Suisse a été créée dans les forêts de Couvet par l'ingénieur forestier Henri Biolay. C'est là que nous rencontrons notre premier témoin, Claude-André Montandon, garde forestier au Val de Travers depuis 20 ans. Alors la forêt jardinée ne peut pas s'appliquer partout parce qu'il y a des conditions liées à la station, au lieu, à l'altitude, etc. Par contre, ce qu'on peut faire partout en Suisse, c'est de mélanger les forêts, c'est de les structurer. Éviter d'avoir une seule essence. Sur le littoral, on a certaines parcelles de forêt avec 30 essences différentes. De la forêt jardinée, inspirons-nous de ce modèle pour essayer d'être forts à l'avenir, pour relever les défis qui nous attendent, qui sont les aléas de la nature, essentiellement. C'est-à-dire que notre forêt pourrait nous protéger de ces inondations, les tempêtes? Voilà, et puis avec des périodes plus chaudes, on voit que le nombre d'incendies, qui paraît totalement insignifiant en Suisse par rapport à d'autres pays, prend de l'ampleur. Donc plus on complexifie le milieu, plus on le renforce, et plus il peut nous donner aussi du bois de bonne qualité. Alors il y a quel type d'essence dans cette futaie jardinée principalement? L'essence prioritaire ici dans la forêt jardinée entre 800 et 1000 mètres d'altitude au Val de Travers, c'est le sapin blanc. Et à côté du sapin, on trouve l'épicéa, et puis en feuillu, alors le hêtre qui est destiné au bois de chauffage. Et il faut des quantités aussi conséquentes pour ça. C'est un plaisir pour vous de gérer une forêt pareille? Ah, effectivement, c'est un immense plaisir, parce que si la structure ne change pas, on y voit quand même un dynamisme important. La parcelle où on se trouve, on vient tous les 8 ans. Il y a toujours du bois, il y a toujours la même structure. Tous les 8 ans, vous venez couper l'excédent, comme on dit. Exactement. On coupe l'accroissement, l'intérêt du capital. Alors malheureusement, cette façon de gérer les forêts dans le Val de Travers se heurte depuis quelque temps aux problèmes économiques. Cette filière bois, elle s'essouffle un peu en ce moment. C'est vrai, depuis l'événement naturel en 1999 de l'ouragan Lothar, l'économie forestière a déjà eu du mal à se redresser d'un événement pareil. Ensuite, on a connu des périodes meilleures, et puis il y a quelques années, un abaissement du taux plancher, puisqu'on exporte nos produits en partie, donc c'est aussi pénalisant. Personnellement, j'ai assez confiance quand même dans les avancées technologiques, que ce soit dans de la mêlée-collée. On vient de découvrir actuellement qu'avec le hêtre, on peut faire des charpentes. On n'en a jamais parlé avant parce que ce n'était pas pensable. Et puis le client, le consommateur, alors on peut le convaincre d'acheter local parce que c'est géré selon des principes de la gestion durable et du respect de la nature et de l'environnement. Des principes auxquels adhère Cédric Chezot, notre deuxième témoin. Ce paysan bio à Jurian, dans le Jura nord-vaudois, a pris en 2013 un virage radical en stoppant son activité laitière pour commencer la production de céréales anciennes. Il s'est ainsi libéré des contraintes imposées par la grande distribution, tout en préservant la biodiversité semencière, mise à mal par les géants de l'agroalimentaire. Cette transition a par ailleurs inspiré la réalisatrice vaudoise Lila Ribi dans son film Révolution silencieuse. Cédric Chezot propose en vente directe, entre autres douceurs, du lait de chèvre et une dizaine de types de farines, principalement destinées aux artisans boulangers. Aujourd'hui, après quelques années, on a jusqu'à 70 variétés dans notre jardin collection, mais dans la culture, dans un plein champ, pour la production de farine, on va être autour de 15, une bonne quinzaine de variétés utilisées. Ces variétés-là vont conférer des qualités nutritives et organoleptiques intéressantes.
On aura- Organoleptique, ça veut dire quoi? Ah ben, ça veut dire le goût du pain, le goût des choses. C'est très important ça. Voilà, c'est plus de la production de masse, mais ça va être aussi quelque chose de bon. C'est pour ça qu'on a choisi un moulin à strier. Il fait un travail de précision, de grande qualité. Et ça répond aussi à une demande de nos artisans boulangers. Et surtout, la notion nouvelle, c'est qu'on a discuté les prix avec nos boulangers. J'ai traversé une époque de ma vie où il n'y avait pas de négociation possible. Et aujourd'hui, c'est très différent. On peut discuter les prix et ils sont d'accord. C'est aussi comme ça qu'on fait un bon pain, c'est quand l'agriculteur qui cultive est reconnu, donc c'est-à-dire qu'il est aussi payé pour son travail. Quand toutes les filières sont reconnues pour ce qu'elles sont et payées pour le travail qu'ils font, je crois que le produit au final est meilleur. Je crois savoir qu'il y a aussi d'autres agriculteurs qui s'y intéressent, des gens aussi qui viennent vous demander des graines pour faire pousser ça chez eux. Je les encourage à le faire et à faire leur farine et à trouver un boulanger dans leur alentour parce que la demande est telle que je n'arrive pas avec mes petites surfaces à produire assez de farine. Vous n'avez pas peur de cette concurrence finalement, quelque part? Moi, j'ai absolument pas peur de la concurrence. Je crois que chaque citoyen de ce monde mérite de manger quelque chose de bon et de nutritif. Et je pense que c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît encore. Mais je pense que c'est vraiment une relation de cœur à cœur. Et si on s'ouvre de manière intime avec le vivant, toute forme de vivant, on peut révéler des choses intéressantes. Moi, je suis complètement persuadé que les agriculteurs d'il y a quelques siècles avaient, ou peut-être même moins, mais avaient cette connexion. Ils vénéraient la terre d'une autre manière que ce qu'on a appris à le faire. Moi, j'ai appris le métier où l'important, c'était la compréhension économique du secteur agricole. Et aujourd'hui, je pense qu'on doit aller vers quelque chose de beaucoup plus intime au niveau de la connexion au vivant. Et peut-être qu'un jour, le monde entier consommera bio. Est-ce qu'on peut avoir cette utopie, à votre avis? On doit avoir cette utopie. C'est une nécessité. On ne peut pas voir le futur d'une autre manière, à mon avis. Dans le canton de Neuchâtel, près de 80 fermes sont certifiées Bio-Bourgeon, soit un peu plus de 9% des producteurs locaux. Pierre-André Perriard, à Cortaillot, cultive bio depuis 2013. Il recevait ce jour-là notre troisième témoin, l'ingénieur agronome Pascal Olivier, responsable de l'antenne romande de BioSuisse. Ouais, juste pour voir. Mais là, 13% des agriculteurs sont déjà bio. Donc là, on le sent qu'il y a vraiment une envie d'aller de l'avant et puis aussi de se libérer un petit peu de l'emprise des multinationales qui vendent beaucoup de produits dits miracles. Et puis on voit que les gens recherchent plus l'autonomie par rapport à ces firmes. Pascal Olivier, qui a par ailleurs passé 18 ans à la Chambre neuchâteloise d'agriculture, estime que le bio, c'est d'abord le respect de la terre. Là, c'est très friable. Donc à peine une petite pression sous les doigts, même que c'est très sec, tout se casse en petits morceaux, donc ça c'est un très bon signe. Puis au printemps, il y a beaucoup de vie qui se réveille, dont les vers de terre, et là il y en a plein, parce que vraiment sans eux, pas de culture, pas de sol, pas de récolte, pas de vie sur terre. Hein. C'est quand même eux qui ont labouré la terre pendant des milliers d'années ou des centaines de milliers d'années. C'est eux qui bossent pour nous gratuitement, jour et nuit, pas de vacances. Plus il y a de vie, plus il y a aussi un sol fertile parce que ces micro-organismes laissent aussi des déjections, si on veut, dans les sols, aèrent le sol aussi grâce à leur travail et puis donc les plantes pousseront mieux derrière et vont donner des meilleures récoltes. Dans une parcelle cultivée intensément, on aura 2 fois moins de vie dans le sol qu'une parcelle juste à côté conduite en bio. Dans ces parcelles, les engrais utilisés sont souvent chimiques et dans la majorité des cas très gourmands en énergie à la fabrication, si l'on en croit l'ingénieur agronome. Pour 1 kg d'engrais avec de l'azote dedans, il faut 2 litres de pétrole pour le fabriquer. Donc on utilise moins d'énergie fossile en agriculture bio. Alors, l'agriculture biologique pourra-t-elle un jour nourrir l'ensemble de la planète? Encore cette fameuse utopique question qui n'effraie en rien le porteur de cette belle veste verte. On est persuadé, bien sûr, qu'on peut le faire. Car si dans nos pays du Nord, avec l'agriculture bio, on constate des petites différences de rendement en général de l'ordre de 20% en moins, dans les pays tropicaux, les pays du Sud, en amenant du compost, du fumier par exemple, et bien là on peut tout à fait, parfois même doubler les rendements. Mais évidemment, il reste encore pas mal de boulot pour y parvenir, notamment en Suisse où l'on ne produit que 50% de nos besoins en denrées alimentaires, ce qui n'a pas empêché le marché bio de progresser de 7,8% en 2016 pour atteindre un chiffre d'affaires de 2 505 millions de francs. Eureka, le best-of, c'est terminé. On se retrouve le mois prochain pour parler énergie et développement durable. D'ici là, restez branchés sur Canal Alpha. Salut!
C'était Eureka avec Viteos. 10 ans à vos côtés.